Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer aujourd'hui dans la liste des tests robustes. Le dernier test pour ce chapitre, ça va être le test de Mann-Whitney. Donc, pour rappel, il y avait une petite introduction un peu calculatoire qui concernait les résultats sur le vecteur des rangs. Nous avons vu quelle était la distribution, par exemple, quel vecteur des rangs avec une distribution uniforme, etc. Donc, commençons par décrire le test de Mann-Whitney. Dans ce test-là, les hypothèses sont un peu différentes. Effectivement, il s'agit des deux échantillons, comme avant, mais ici, par exemple, la taille des échantillons, elle ne va pas être la même. Un instant que je puisse... que ça puisse marcher un peu mieux. Donc, juste quelques petites conseils logistiques un peu concernant le cours d'aujourd'hui. Il y aura deux démonstrations peut-être un peu plus longues, donc je vous conseille d'imprimer cette partie. Donc j'utilise exactement le document que vous avez. Sinon, on va imprimer le document qui est disponible sur la page web. C'est 3 ou 4 pages. Ça va vous aider à avoir une vision plus claire de ce qu'on va dire. C'est pas tellement compliqué, mais c'est plus agréable de le voir imprimé qu'à l'écran, quand ça bouge tout le temps. Donc, je disais, ça concerne deux échantillons, U et V. Le premier, il est de taille N, le deuxième est de taille P. Donc, tout de suite, on se rend compte que ça ne va pas être des échantillons à parier. C'est des échantillons qui, chacun, il est tiré, par exemple, le U, il est tiré sur une loi de loi U, identiquement distribuée et indépendant. Et les V sont de loi V et puis indépendants. Et puis en plus, les échantillons sont indépendants entre eux. Donc c'est clair, on n'est pas dans le cadre à parier. Dernière hypothèse, c'est que U et V sont diffuses. Qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester si la loi des U est la même que la loi des V. Et donc l'hypothèse nulle, c'est la fonction de répartition des UI est la même que la fonction de répartition des VJ. On a noté ici la première par F et la deuxième par G. Par contre, donc c'est pas un test sur la médiane. Par contre, ce n'est pas un test de type Kolmogorov-Smirnov non plus. Pourquoi? Parce que l'alternative n'est pas F différent de G. On peut se rendre compte, par exemple, un R, quand on dit, si on fait le test, il va dire alternative hypothesis, true location shift is not equal to zero. Ce que veut dire que l'alternative, c'est pas ça. C'est pas que F est différent de G, mais que il y a un décalage dans la location de ces deux lois. Donc en fait, ce qu'on suppose pour avoir un H1 de ce type-là, c'est que ils ont la même loi, mais à un paramètre de position près. Et donc, quels sont les H0 et H1? Donc, H0, c'est qu'ils ont carrément la même loi, et puis H1, c'est que U a tendance à prendre des valeurs plus grandes que V, parce que c'est de même type de loi, mais il est décalé un peu. Très bien. Décalé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour H1, H0, on l'a vu, c'est F égale G. Et puis H1, c'est que F comme fonction égale la fonction de G décalée. Ça veut dire F de X égale G de X point θ. Donc on a décalé de θ. Mais θ, il est non nul. Voilà, donc il y a un décalage non nul. Alors que H0 peut s'écrire θ égale 0. Très bien. Remarquons que on n'est pas loin, par exemple, des idées de thèse de student qui, par exemple, si les données sont gaussiennes et qu'ils ont des variances connues, la même, par exemple, ils peuvent différer seulement par leur moyenne, qui est égale à leur médiane. Et donc,
Là, le test Mann-Whitney peut être vu comme une variante plus robuste parce que ça s'applique à toutes les lois, pas seulement à les lois gaussiennes, de ce test de Sutton sur deux échantillons indépendants. Très bien. Comment se construit ce test? Se construit ce test de la manière suivante. D'abord, on mélange tout le monde, les U et V. Ensuite, on les classe et ça donne un vecteur de rang RUV. Et puis, dans ce vecteur, il y a les rangs des anciennes variables U et les rangs des variables V. Et donc, R1, Rn, ça va être les rangs des variables UI. Et puis S1 jusqu'à SP, les rangs des variables VJ. Donc attention, le R, ça va être associé seulement aux U. Bien qu'ici on a un R de UV, la notation pour le R de V de certaine manière, ça va s'appeler S. Voyons un petit exemple. Les U, 3, 5, 4, 7 et 1, 2. Et puis V, 0, 7 et 3.9. On peut les ordonner. Le plus petit c'est V1. Ensuite, ça arrive U3 qui est 1.2 et ainsi de suite. Et ça veut dire que le rang de 3.5, il est là. Donc c'est le troisième. Le rang de 4.7. C'est le plus grand, c'est le cinquième, et ainsi de suite. Donc les rangs des U1, U2, U3, ça va être 3, 5, 2, alors que les rangs de V1, V2, ça va être 1 et 4. Et le test, il est construit sur la somme des rangs. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs parfois la somme des rangs. Test robuste sur la somme des rangs. Sigma, ça va être la somme des rangs des U. Donc ici, 3 plus 5 plus 2, ça fait 8. Et puis sigma 2, ça va être 1 plus 4, c'est la somme des SP. Ensuite, comment on construit un test sur la somme des rangs? Il faut voir qu'est-ce qui est normal d'avoir comme somme de rangs sur H0 et où la différence commence à se sentir lorsqu'on est hors H0. Juste pour comprendre, supposons que les échantillons sont de la même taille, et alors il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui a des rangs différents sensiblement aux autres, parce qu'ils sont la même loi, la même taille. Bon, donc sigma 1 et sigma 2 ça va être à peu près pareil. Qu'est-ce qui se passe sur H1? Supposons qu'H1 et les UI sont plus grands. Alors sur H1, les rangs des UI vont être supérieurs au rang des VJ. Ça veut dire que les RI vont être supérieurs à SJ. Donc quand on somme, ça d'autant plus. Et donc sigma, ça va être plus grand. Bon. Quand les échantillons ne sont pas de la même taille, on va quantifier ça bientôt, donc pas de souci. Et puis de toute façon, si U et V n'ont pas la même loi, mais une a tendance à prendre des valeurs supérieures aux autres, bien sûr, on s'attend que sigma soit grand, voilà, par rapport à sigma 2. Et voilà, il reste juste à voir qu'est-ce qu'une valeur normale sur H0 de sigma ou de sigma 2. Pour ça, on a cette proposition qui a l'air longue et calculatoire, mais elle est vraiment simple. Donc, premièrement, sigma, on va regarder plutôt sigma. Il est entre nn plus 1 sur 2 et np plus nn plus 1 sur 2. Par exemple, est-ce qu'on peut voir tout de suite pourquoi ici les sigma, les rangs sont de toute façon, ça ne se répète pas. Les plus petites valeurs qu'on peut avoir, c'est 1, 2, 3 jusqu'à n. Et là, c'est la somme des 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc, on voit bien la nature de ces conclusions qu'on a. Donc, on a des inégalités pour sigma et sigma 2. Et puis, on a des informations concernant la variance et toutes les caractéristiques des RI, SJ, et puis sigma, sigma 2. Donc, dans l'ordre, sur H0, ça veut dire sur F égale G, ou θ égale 0 avec la notation précédente, et sous les conditions qu'on a déjà évoquées, page précédente, alors pour tous les I et J, espérance de RI, c'est espérance de SJ, et c'est cette quantité-là, variance, c'est cette quantité-là, ensuite espérance de la somme,
ben, c'est normal, on aura n fois cette quantité ou p fois cette quantité puisque toutes les espérances sont égales. Ensuite, sur la variance, on aura de même des informations. Voyons pourquoi. Première partie, on avait dit c'est normal, les rangs ne se répètent pas, donc les plus petites valeurs possibles, il y en a n et sont ceux-là. Donc c'est fini, c'est bon. Pareil pour sigma 2, les plus petites valeurs sont ceux-là. D'autre côté, la somme des rangs, c'est toutes les valeurs entre 1 et n plus p, parce que toutes les valeurs sont prises quelque part. On a n plus p valeurs entre les u et les v. Et donc finalement, sigma 1 plus sigma 2, c'est cette somme-là, de tous les rangs possibles entre 1 et n plus p. Il y a une fois chacun et une seule fois. Et la formule, c'est là. Et donc finalement, à cause de ces inégalités-là, on aura d'autres inégalités. D'accord? Parce que sigma 2, il est plus grand que ça. Ça veut dire sigma qui est ça, moins sigma 2, elle est plus petite que la différence. Et qui est égale à ça. Et pareil, pour sigma 2, c'est la même chose. Très bien, donc on a déjà parcouru cette première partie. Ensuite, voyons sur H0. Supposons que f égale g, quelles sont les caractéristiques en tant que variables aléatoires, des variables de rang, et sigma 1 et sigma 2. Si on est sur H0, c'est parce que f égale g. Donc c'est parce que dans ce cas-là, on a des variables, voyons, la même distribution, sont indépendants et de même distribution. Et donc finalement, on a un échantillon global qui est de taille grand N égale N plus P. Très bien. Et donc alors, on peut appliquer le théorème qu'on a vu précédemment, qui donnait des informations, par exemple, sur la distribution de ces variables-là. Celle-là est une composante, c'est la ième composante de cet échantillon, de ce rang d'échantillon global. Et la ième composante, on sait, elle suit une loi uniforme sur AN. Pareil, tous les J, loi uniforme. Donc finalement, là, on n'a rien d'autre à dire. Donc on a juste à calculer la moyenne et la variance de loi uniforme sur AN. Ici, je vais vous inviter à votre cours de probabilité de première année où tout ça, ça a été calculé, ou si vous avez besoin de rafraîchissement, n'hésitez pas à regarder à la démonstration qui est dans le poly. Elle est mise juste pour complétude de poly, mais voilà, c'est juste un calcul sur les variables uniformes. Très bien. En particulier, qu'est-ce qu'on peut dire de sigma? Sigma, c'est rien d'autre que la somme des RI, et donc en particulier la moyenne, comme toutes les moyennes sont égales, ça va être n fois la moyenne d'une d'elles, par exemple R1, et donc n fois n plus p plus 1. Sigma 2, c'est pareil, c'est p fois parce qu'il y en a p en dessous. Il ne reste plus que les variances. Attention, quand on ordonne les choses, on ne peut pas dire qu'on fait au hasard, on ordonne. Il y a une seule fois, d'ailleurs, quand on a compte que les variables sont diffuses, il n'y a pas d'autre façon d'ordonner, il y en a une presque partout. Et donc, on n'a pas d'indépendance ici. Ces variables ne sont pas prises au hasard comme ça. Et donc, on ne peut pas utiliser la même astuce qui a marché ici, ne marche pas directement. Il ne s'agit pas de variables indépendantes ici. Donc, il faut un peu faire attention. Et pour calculer la variance, il faut faire variance de sigma, c'est la variance R1 jusqu'à Rn, et donc c'est la variance de Ri plus la somme des covariances. Bon. Ici, le calcul n'est pas plus compliqué. Suivons-le, il coule assez raisonnablement. Et donc, comment on calcule la covariance? La covariance, c'est l'espérance de Ri moins sa moyenne, Rj moins sa moyenne. Si on est en train de calculer la covariance de Ri et Rj. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Ri égale à K et Rj égale à L, on va sommer sur toutes les valeurs possibles. Alors ça va être cette quantité, puisque ça va être K, moyenne, Rj, moyenne. Très bien. Et donc, comment on continue? On continue parce qu'on sait quelles sont ici les probabilités. On a vu dans la proposition qu'on a vu en fin de cours dernier,
R1 et R2, c'est quelque chose qui est c'est une loi uniforme sur les couples ayant deux éléments de l'ensemble en N. Donc c'est une loi uniforme sur ces couples-là, c'est la probabilité d'avoir K et L, c'est la même que tout autre K différent de L, c'est 1 sur N, N-1. Et donc finalement, là-dedans, il faut juste remplacer en N, N-1 et faire le calcul. Bon, faire le calcul, c'est à nouveau quelque chose qui est dans les corps de tout mathématicien de arriver en quatrième et cinquième année bientôt. Et donc, la variance, on est en train de calculer par exemple somme de cas différents de L, de ces choses comme ça, hein, parce que le reste, c'est une constante. Bon, c'est des choses qui se calculent. Hein, c'est pas, voilà, par exemple, vous pouvez par exemple décomposer ou faire. Regarder la démonstration si ceci vous paraît plus utile. Par exemple, dans cette version-là, on a choisi d'introduire les k égales à L. Donc on voit que la somme sur k différent de L devient une somme sur tous les k à L. Donc parce que là, il faut retrancher les k égale L, mais que pour k égale L, on va retrouver le carré. Et puis ça, c'est rien d'autre que la décomposition en somme double de cette somme au carré. Et l'autre, c'est la somme des carrés. Mais cette somme L, on va voir, elle est nulle parce qu'on est en train de calculer la somme des cas moins la moyenne et puis faire la somme, donc c'est nul. Donc finalement là c'est 0 et on retrouve que cette partie-là et donc finalement la covariance c'est en Nn-1, somme de celui-là au carré, donc c'est la variance de R1. Et donc finalement, quand on fait le calcul, la variance de sigma 1, ça va être la somme des variances plus les covariances. Les variances sont toutes égales, donc on retrouve n fois variance de R1. Et puis Nn-1, par exemple, la covariance de R1 et R2, puisque c'est la même. Et avec le calcul précédent, bah, ça va être moins ça, variance de R1. Et voilà, on arrive au résultat. Pareil pour la variance de sigma 2, c'est un calcul similaire. Très bien, donc on a survécu à la première proposition un peu technique, mais finalement on voit bien que c'est juste un calcul un peu détaillé peut-être de la uniforme. Et donc maintenant on a des informations sur ces variables aléatoires. C'est pas la peine de les considérer tous les deux en grand détail parce qu'en fait on a vu leur somme, elle est connue, hein, on sait combien ça vaut. Donc par exemple regardons la première, sigma 1 moins ça. Les valeurs possibles sont de 0,1 jusqu'à n plus p, puisqu'il a vu que sigma il est plus grand que celui-là et plus petit que np plus celui-là. Et on a aussi des informations sur la moyenne de cette variable, sur la variance, etc.